Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 233e épisode du podcast À côté de mes pompes, le podcast consacré à la course à pied, à l'entraînement et aussi à la nutrition. Et c'est une capsule, l'œil de la diète, que nous allons vous proposer aujourd'hui avec Nouchka. Alors dans ces épisodes, nous abordons des sujets précis sur la diététique sportive et au menu du jour, des éléments qui me font plus penser à un cours de physique-chimie qu'à la course à pied, à savoir les électrolytes. Que se cache-t-il derrière ce terme ? Quel en est le sens ? Quelle différence pouvons-nous faire avec les boissons d'effort ? Pourquoi en consommer et quels en sont les bénéfices ? Eh bien, ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons répondre dans cette capsule L'œil de la diète qui, comme vous le savez, est un format d'épisode clair, court et concis dans lequel nous vous apportons des réponses à des questions concrètes sur la nutrition en lien avec notre activité physique. Pour rappel, ces formats d'épisodes consacrés à l'alimentation et à la nutrition sont réalisés en partenariat avec Happy Run qui accompagne le podcast. Happy Run, ce sont des produits de diététique sportive à base de miel et qui plus est, made in France. Je vous laisse donc profiter des conseils avisés de Nouchka. Électrolytes, mode d'emploi, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nouchka, nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule L'œil de la diète. On a l'habitude maintenant d'échanger ensemble sur des questions concrètes en lien avec l'alimentation et la course à pied. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de me replonger dans mes cours de lycée et de collège avec une notion qui était évoquée, à savoir les électrolytes. Dans les pelotons, dans mon groupe de course à pied, j'entends parler d'électrolytes et d'hydratation, mais je sais pas trop ce qu'il s'agit. Donc, je viens vers toi, Nouchka, pour qu'on puisse avoir quelques précisions sur ces électrolytes. Et d'abord, peut-être faire un petit rappel sur l'hydratation, parce que même en hiver, il y a besoin de s'hydrater lors de nos séances. Salut Seb, je suis contente de te retrouver pour ce nouveau podcast. En plus, j'aime bien ce sujet parce que justement, on sait pas trop faire la différence entre électrolytes, boissons isotoniques. Finalement, on sait pas trop définir ce que sont ces électrolytes, donc c'est bien qu'on en discute. L'hydratation, forcément, quand on est sportif, c'est important que ce soit au quotidien, mais aussi à l'effort. Et la stratégie d'hydratation, elle va varier en fonction de divers facteurs, en fonction de la durée de l'effort, en fonction de l'intensité, en fonction des conditions climatiques. Donc, ça va être principalement ces trois éléments-là qui vont faire varier notre stratégie et qui va déterminer finalement quelle boisson d'effort on va choisir. Donc les électrolytes, pour les définir globalement et très simplement, c'est des minéraux qui vont être chargés électriquement et qui vont transporter une charge électrique quand ils sont dissous dans un liquide comme le sang, d'où leur nom en fait d'électrolytes. Donc ça va être principalement le sodium, le potassium, le magnésium, le phosphore ou les bicarbonates. Voilà les principaux électrolytes. Quand on regarde un petit peu sur les boîtes qu'on a d'électrolytes, c'est les principaux qu'on va retrouver. Donc les électrolytes, généralement, on va les retrouver soit en pastilles à dissoudre, soit en petits sachets en poudre en fonction des marques. Alors c'est ce que je vois, si on cite Hydratis, Ta Énergie, ce sont des pastilles comme des comprimés effervescents qui se mettent dans une bouteille d'eau. Alors, quelles sont leurs compositions de ces petits comprimés ? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme bénéfice ? Parce que là, tu nous as expliqué ce que sont les électrolytes. Ça me renvoie à des équations bilan, à des expérimentations en physique-chimie très complexes. Mais quels sont les bénéfices pour le sportif ? Pour faire très simple, ça va être des minéraux. Donc, je les ai cités, les principaux minéraux. Et ça va être intéressant pour le sportif parce que quand on transpire, on perd des minéraux. Alors, on va principalement perdre de l'eau et du sodium, mais un petit peu et en moindre mesure, du potassium, du magnésium et d'autres composés. Donc, ça va être intéressant pour compenser ces pertes minérales-là parce que plus on va faire de sport de haute intensité et de longue durée, plus on va perdre de minéraux et plus ce sera difficile de le compenser par l'alimentation. Donc ça peut être très bien du coup pour combler ces pertes hydrominérales qu'on va avoir. Et puis en plus de ça, notamment le sodium et le potassium surtout vont aider à la réhydratation au niveau intestinal. Donc en fait, quand on prend une boisson, si on prend juste de l'eau ou si on prend une boisson qui contient des minéraux et même des glucides, ça va être mieux absorbé au niveau intestinal, donc on va mieux se réhydrater. Donc on va
compenser les pertes qu'on va avoir via la sudation, et en plus de ça, on va favoriser la réhydratation. Est-ce qu'ils sont à consommer pour toutes les séances, où il y a vraiment des séances peut-être un petit peu plus longues, un petit peu plus intenses, où là, on va vraiment ressentir leurs bénéfices? Alors, moi, les électrolytes, je les conseille pour les séances qui sont intenses, c'est clair, parce que on va avoir des grosses pertes sudorales. Après, au niveau de la composition de la sueur, on est tous différents. C'est très difficile d'estimer la composition exacte de la sueur. J'ai pas trouvé de données exactes par rapport à ça. Ce que je peux dire, c'est que c'est 99% d'eau. Après, on a environ 1 gramme de sel par litre de sueur, et puis après, c'est personne dépendante, quoi. Donc ça varie en fonction de chacun à ce niveau-là. Donc ça va être intéressant quand on transpire beaucoup, donc quand il fait très chaud, quand on va faire des séances très intenses. Mais par contre, quand on va faire des séances qui sont plus longues, dès qu'on va dépasser 1h30, 2 heures, en fait les électrolytes seuls ne vont pas suffire, parce que on va avoir besoin d'un apport énergétique. Et c'est là où justement j'attire l'attention des auditeurs, c'est que les électrolytes n'ont pas de valeur énergétique. Regardez un petit peu sur la boîte de vos électrolytes, tout au plus il y aura 4 ou 5 grammes de glucides. Quand on sait qu'on a besoin de 60 jusqu'à 90 grammes de glucides par heure, finalement c'est difficile de compenser ça avec une boisson qui va contenir que des électrolytes. Donc dès lors que l'effort va être long, les électrolytes finalement ne suffisent pas pour assurer une bonne hydratation. Est-ce qu'ils ont, ces électrolytes, des bénéfices sur l'apparition de la fatigue musculaire, sur les crampes, par exemple? Est-ce que ça peut déjouer ce système de crampes qui apparaissent si je prends suffisamment d'électrolytes dans les kilomètres qui précèdent? On n'a pas fait d'épisode sur les crampes d'ailleurs, tiens, j'y Pas pense encore, pas en encore. parlant. En fait, l'idée des crampes et l'idée un peu dans la population générale, c'est que ce serait dû à un déficit hydrique et minéral, et notamment en électrolytes justement. Le truc, c'est que ça n'a pas encore été prouvé, ça. Je pense que ce sera peut-être jamais prouvé, en fait, parce que les crampes, alors c'est un phénomène qui est encore aujourd'hui un petit peu mal connu, mais qui serait plus d'origine neuromusculaire. Ce serait dû à une stimulation au niveau nerveux, et puis au niveau neuro, et puis au niveau musculaire. Et en fait, les crampes surviennent souvent lors de l'effort, à un moment donné où on connaît pas trop l'effort. Voilà, sur un marathon, ça arrive surtout au kilomètre 30 et pas au kilomètre 10. Donc en fait, ça arrive quand l'effort va être inhabituel ou trop intense, parce que va y avoir une surstimulation au niveau nerveux et musculaire. Donc la meilleure prévention finalement pour les crampes, c'est pas tant rétablir un déficit hydrique et minéral, en fait c'est l'entraînement, s'habituer à ce genre d'effort, à ce genre d'intensité, parce que même chez les athlètes qui sont déshydratés, quand on fait des études chez les athlètes qui souffrent de crampes, tous les athlètes qui souffrent de crampes ne sont pas forcément déshydratés, et tous les athlètes qui sont déshydratés ne souffrent pas forcément de crampes. Donc aujourd'hui, on peut pas faire de lien de cause à effet entre les deux, malheureusement. Donc du coup, les électrolytes ne vont pas forcément aider à prévenir les crampes. La fatigue musculaire, plus ou moins, parce que ça va aider à la réhydratation, en fait. Donc si on reste bien hydraté, finalement, peut-être que la fatigue arrive moins tôt dans l'effort, parce que j'ai moins les signes d'une déshydratation précoce. Mais sur les crampes, aujourd'hui, on sait que ça n'a pas finalement de lien direct. Sur la composition, sur les dosages en électrolytes pour un sportif qui va mener un défi en trail, en marathon, ou des courses plus courtes, quels sont les besoins, si on peut les quantifier par rapport à ce que le marché, à ce que les produits de grande consommation nous proposent? En fait, on sait que c'est surtout l'apport en sodium auquel il faudra faire attention. Voilà, les recommandations, c'est à peu près 1 à 1,5 g de sel par heure. Donc, le sel, c'est du chlorure de sodium. Donc, si on fait l'équivalence en sodium, ça fait entre 300 et 600 mg par heure. Donc, il faut regarder la composition des électrolytes ou de la boisson d'effort, savoir si on a assez. C'est surtout ça qui va être important, parce que les autres électrolytes, on va en perdre, c'est clair, mais dans des proportions qui sont un petit peu moins importantes. Alors, ça va pas avoir de répercussions direct à l'effort, contrairement à un déficit en sodium qui peut avoir des conséquences notables sur les performances et engendrer une hyponatrémie, donc un déficit en sodium qui peut causer de la déshydratation, des malaises, etc. Les autres minéraux,
même sur un effort qui va être très long, ça va pas avoir d'impact sur les performances. C'est sur le long terme que ça peut créer des carences si on compense pas dans l'alimentation. C'est pour ça que dans les boissons d'effort qui vont contenir des glucides, donc les boissons isotoniques, on va surtout faire attention à l'apport en sodium, mais le reste, ça va être, je dirais pas que c'est accessoire, mais presque au final. Donc faire attention surtout à l'apport en sodium, ce qui va être le plus important au niveau des minéraux, et s'assurer d'avoir minimum dans la boisson 300 mg de sodium pour une flasque. Électrolytes, est-ce qu'on en a besoin ou est-ce qu'on se contente d'une boisson d'effort avec des glucides et suffisamment chargée en sodium? On penche vers quoi? Alors, si je dois faire un petit récap simple avec une recommandation simple, je dirais que en dessous d'une heure, quand l'effort est de basse intensité et de courte durée par définition, en dessous d'une heure et puis de basse intensité et qui fait pas chaud, l'eau seule peut suffire. Quand on va faire un effort un peu intense, 1h15, 1h30, ou qui va faire très chaud et donc que je vais beaucoup transpirer, alors je peux conseiller de prendre des électrolytes. Et au-dessus d'1h30, là, on va passer sur une boisson d'effort qui va apporter des glucides également pour l'apport énergétique. Et je peux faire un mix aussi s'il fait très chaud et que je suis dans une haute intensité entre boisson d'effort et électrolytes. Il faudra juste s'assurer d'avoir assez de glucides par heure d'effort. Mais on peut compenser avec un peu d'électrolytes pour combler les pertes minérales qu'on va avoir justement au cours de l'effort. Et pour des personnes qui pratiquent de la très grande distance, est-ce qu'on part avec 2 flasques d'un côté boisson d'effort et électrolytes ou un mix d'un côté et de l'eau claire et de l'eau pure de l'autre? Le problème, c'est que sur des très longues distances, on va avoir des besoins en glucides très importants. Donc, si on se prive déjà d'une des gourdes de glucides, ça va être problématique. On peut faire un mix, par exemple, choisir une boisson glucidique qui est assez neutre en goût et puis rajouter des électrolytes pour s'assurer d'avoir assez d'électrolytes, par exemple. Donc, oui, on peut mixer les deux, mais dans la mesure où ça nous prive pas de glucides à côté et qu'on arrive à combler quand même les besoins en glucides. Tu parlais de boisson d'effort. Quel est ton avis sur la boisson d'effort maison? Celle où on va mettre une petite pincée de sel, un petit peu de sirop, un petit peu de miel, par exemple, de chez Happy Run. Clin d'œil à Pascal et Laïla. Et derrière, peut-être du jus de pomme ou des choses qui vont apporter un petit peu de glucides. Ce qui me pose des problème là-dedans, c'est que tu vois, tu dis un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu machin. Quelle quantité finalement? Parce que justement, généralement les sportifs qui vont faire leur boisson d'effort tout seuls, ils vont mettre une petite pincée de sel. Mais bon, est-ce que du coup on va être à moins d'1 gramme ou à 5 grammes? Auquel cas, ça n'a pas du tout le même impact sur l'organisme. Et puis les glucides, un petit peu de miel ou un petit peu de jus de fruits, est-ce que ça va être assez? Tu vois, c'est déjà le problème du dosage. Donc, bien sûr, on peut la faire maison, mais dans ce cas, il faut faire très attention au dosage. Bien mesuré avec une balance pour s'assurer qu'il y ait assez, même au niveau du sel, parce que le sel, si on en a pas assez, c'est problématique, et si on en a trop, c'est problématique également. Donc ça, c'est le premier point sur l'aspect dosage. Le deuxième point sur lequel moi j'ai une petite réticence, c'est l'aspect pratique, parce que oui, sur des efforts d'1 ou 2 heures, si on part avec 1 ou 2 flasques, en fait, ça va suffire, ça va être top, on va pouvoir faire sa boisson maison, et puis on va pouvoir consommer ça sur l'entraînement. Le problème, c'est dès que l'entraînement ou l'effort dépasse 2, 3, 4 heures, comment on recharge sa gourde à l'effort? Ça, c'est un autre problème. Et c'est l'avantage des boissons du commerce, c'est qu'on va pouvoir avoir des doses individuelles ou de la poudre qu'on va pouvoir mettre en sachet et puis recharger les gourdes en cours de route. Donc, il y a cet aspect pratique-là. Maintenant, faire une boisson maison, c'est quand même beaucoup plus économique quand on voit le prix de certaines marques aujourd'hui qui peuvent dépasser 3 voire 4 euros la flasque. Quand on fait du long, finalement, ça peut être avantageux de faire sa boisson soi-même. Mais petit bémol sur l'aspect pratique et dosage. Voilà ce que je peux en dire. Ces électrolytes au quotidien, est-ce qu'il y a un intérêt à les consommer? Est-ce qu'on peut se tourner peut-être vers des eaux qui soient peut-être chargées en sodium, des eaux minérales, des eaux qui vont avoir des propriétés qui se rapprocheraient des électrolytes, ou est-ce qu'on est vraiment sur 2 champs complètement différents? Les eaux, c'est une chose, les électrolytes, c'est autre chose. Non, ça peut se relier. Je dirais qu'à l'effort, il faut faire attention. Vraiment, les 2 choses auxquelles il faut faire attention. Enfin, 3 choses, c'est l'eau, les glucides et le sodium. Après, les électrolytes, on va en rajouter si il fait très chaud, par exemple, mais on peut très bien combler avec certaines eaux qui vont être riches en minéraux ou dans l'alimentation, quoi, ou par la complémentation d'ailleurs. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Et puis, les pertes, comme j'ai dit, restent assez minimes. C'est-à-dire qu'on va perdre quelques milligrammes de
de magnésium, de potassium, donc ça va pas être énorme les pertes par la sueur. Et puis certaines boissons d'effort en contiennent aussi. Donc si on a une boisson d'effort qui contient des glucides et puis tous les électrolytes dans les bonnes quantités, il n'y a pas besoin de rajouter des électrolytes en plus. Voilà. Le but, c'est surtout de trouver une boisson qui va tout contenir. Bon, on invitera les auditeurs à peut-être scanner ou envoyer leurs étiquettes pour que tu puisses valider ou pas la composition de leur boisson, avec peut-être des recommandations que tu pourras leur faire sur des produits qui peuvent être adaptés avec un rapport qualité-prix, on va dire, intéressant, parce que tu l'as dit, on trouve un petit peu de tout dans le commerce avec des tarifs parfois un petit peu exorbitants. Avec plaisir. Nouchka, par rapport à la déshydratation dont on parlait tout à l'heure, est-ce que on peut appréhender les symptômes, et est-ce que en fonction du pourcentage de déshydratation, on va voir les performances se dégrader derrière? Est-ce que c'est assez exponentiel par rapport à cette perte hydrique, ses besoins et les performances qui vont s'atténuer derrière? Il y a une idée reçue selon laquelle 1% de déshydratation, c'est 10% de perf en moins. Peut-être que tu as déjà entendu ça. Moi, je l'ai entendu régulièrement. Je n'ai pas trouvé la source de cet adage-là. Et surtout, on sait que les conséquences d'une déshydratation, ça arrive généralement au-dessus de 2 voire 3% de déshydratation. Au-dessus de 2%, on a déjà un impact sur la durée d'effort qu'on va tenir, sur les intensités, etc. Au-delà de 4%, on a vraiment un impact au niveau digestif, donc une augmentation du risque de troubles digestifs, une diminution du rendement musculaire, forcément on va moins bien recycler l'ATP, on va avoir une diminution de l'endurance, une diminution de la force. Donc oui, il y a un impact de la déshydratation, mais je dirais qu'il apparaît pas précocement. Si on est dans un état normo-hydraté en commençant l'effort, par exemple, si je bois pas sur un effort type 10 km, je vais pas avoir d'impact au niveau de mes performances de déshydratation. Ça va arriver sur les efforts plus longs, semi, voire on pourrait limite se permettre de pas boire sur un semi, j'ai envie de dire, en fonction du temps qu'on met dessus, mais à partir de marathon et au-delà, quoi. Et puis par contre, ça peut arriver si par exemple je suis déjà déshydraté avant. Si je m'hydrate pas bien au quotidien, forcément la déshydratation elle va arriver plus tôt dans l'effort que quelqu'un qui est normo-hydraté. Merci Nouchka pour tous ces conseils sur les électrolytes. Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots les grandes lignes de cet épisode consacré à ces électrolytes dont on entend parler dans les pelotons et qui ont quand même un intérêt pour le sportif? Ouais, les électrolytes du coup sont principalement des minéraux, donc sodium, potassium, magnésium, phosphore, voilà. Ce sont des minéraux qui, pour le sportif, vont être consommés à l'effort, surtout quand il fait très chaud ou qu'on fait un effort très intense pour combler les pertes qu'on va avoir dans la sueur. Dès lors que l'effort est un petit peu plus long, ça suffit pas parce qu'on a besoin d'un apport énergétique sous forme de glucides. Donc, dans ce cas-là, on veillera à ce que la boisson apporte également des glucides. Merci Nouchka pour ces informations, et pour les auditeurs, on vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. C'était l'œil de la diète avec Nouchka. Bonne semaine à vous. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute, et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous!